l'armée russe, aguerrie, durcie dans les combats, comme l'armée ukrainienne d'ailleurs, serait loin devant les Européens dans certains domaines, en particulier les drones, et vous allez nous en parler, Xavier Titelman. D'abord, cette image, c'est l'image à la faveur du brouillard, puisque ça compte dans ce genre d'affaires, de motos et d'hommes russes qui pénètre dans une partie en tout cas de la ville de Pokrovsk. Elle tourne beaucoup sur les réseaux là depuis quelques heures avec cette armée russe parfois forte, parfois faible, mais en tout cas évidemment très aguerrie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état, disons, d'abord moral de cette armée russe et de ce caractère offensif? Alors déjà, quand on regarde, la deuxième armée du monde, elle se transporte en voiture civile avec des motos. C'est plus l'armée telle qu'on l'avait avant. Mais la réalité, c'est qu'ils ont une capacité à accepter la perte, à avoir des morts. J'ai passé du temps avec les opérateurs de drones, il y avait des champs, il y avait une dizaine de morts, et ils envoyaient encore deux, pour essayer de voir s'il y a toujours de la défense en face. Les deux sont morts, et les Russes recommencent à taper avec de l'artillerie. Donc les Russes ont une capacité d'accepter la perte quotidiennement, et le brouillard qu'on voit ici, c'est ça qui les sauve dans cette condition. Les Ukrainiens, et d'une manière générale, le front tient parce qu'il y a des drones qui vont voir les Russes arriver 20-30 km à l'avance. 20-30 km à l'avance, ils commencent à voir l'artillerie. Puis ensuite, quand ils sont à moins de 10 km, il y a les chars. Et puis quand ils sont à 5 km, il y a les drones. Mais quand vous avez du brouillard, il n'y a aucun drone d'observation ukrainien, et donc il n'y a pas la possibilité de les arrêter. Et donc ils vont submerger la ligne de défense, parce que d'habitude, quand les Russes lancent 20 hommes, il n'y en a que 5 ou 6 qui arrivent sur la ligne de défense, et les Ukrainiens arrivent à se défendre. Mais quand il y a comme ça 30-40 qui arrivent en même temps, évidemment ils sont submergés, ça fait du vrai combat urbain. Est-ce qu'il y a une dimension psychologique, c'est-à-dire, moi j'entends ça chez certains militaires français, il y a beaucoup de militaires français très courageux, très aguerris, notamment dans les opérations extérieures, mais disons les choses, il n'y a pas ce grand nombre de Russes ou d'Ukrainiens qui sont à ce point durs et aguerris. Alors déjà, nous n'avons pas l'expérience du combat de haute intensité. Nous avons une expérience du combat, nous avons des vrais commandos très très formés, qui sont incroyablement performants pour les guerres que l'on a menées jusqu'en 2022. Mais la guerre n'est plus la même. Quand on parle, par exemple, avec les Ukrainiens, et quand on voit les exercices, par exemple, conduits par l'OTAN, où on a comme ça une dizaine de soldats qui vont progresser de manière tactique derrière un blindé. En Ukraine, les Russes, les Ukrainiens, vous ne pouvez pas vous approcher à moins de 50 mètres d'un blindé. C'est suicidaire. Vous ne pouvez pas faire un groupement de 3 ou 4 hommes parce que vous allez forcément vous prendre un FPV. Il y en a en permanence. Avant de continuer, je vous rappelle que ces vidéos qui parlent d'Ukraine sont sponsorisées, mais que la totalité de l'argent du sponsor retourne à des actions caritatives en Ukraine. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Inconi. Vous avez déjà entendu parler de ces fuites de données qui remontent vers la Chine depuis TikTok. L'utilisation, du coup, en est interdite pour pas mal d'administrations. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'autorise les mêmes fuites de données vers les États-Unis et vers d'autres serveurs dont on ne maîtrise absolument rien. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des data brokers, qui sont des sociétés gigantesques qui vont accumuler toutes les informations qu'ils peuvent trouver sur vous parce que vous allez utiliser votre carte bancaire, faire des achats en ligne, ou simplement parce que vous consultez Internet et même que vous regardez cette vidéo. Et bien ces entreprises vont collecter toutes ces informations et vont les exploiter contre vous à votre désavantage. Par exemple pour faire de la publicité ciblée, du démarchage téléphonique, mais également faire évoluer les tarifs de certaines prestations et même dans certains pays, les assurances et le crédit bancaire va coûter plus cher. Normalement, vous avez le droit de vous faire disparaître de ces bases de données, sauf que vous ne savez pas dans lesquelles vous vous trouvez, et c'est là qu'Inconi intervient. Moi, je me suis inscrit il y a plus de 2 ans, ils m'ont fait disparaître de plusieurs centaines de bases de données. Ils m'ont fait gagner comme ça des dizaines d'heures de travail administratif que de toute façon, je n'aurais pas pu faire tout seul parce que je ne sais pas dans lesquelles je me trouve. Et il y a aussi une autre fonction que j'ai beaucoup aimée, c'est la suppression configurable. C'est-à-dire que vous voyez que vous êtes sur un site web, vous pouvez demander la suppression de vos informations de ce site web. Inconi s'occupe de tout à votre place, vous n'avez pas besoin de les contacter. Et donc ils ont permis comme ça de reprendre le contrôle de mon internet. Donc suivez mon lien exclusif inconi.com/Titelman, bénéficiez d'une super promo et retrouvez votre intimité sur internet. Allez, moi j'embarque. Vous donnez le temps de toute l'émission, c'est-à-dire on se rappelle la guerre froide, on faisait ces colonnes et on disait en chars, en missiles, en hommes, etc. On est à peu près à l'équilibre et on se rassurait, tu auras raison, mais on se rassurait. Aujourd'hui, tout à coup, il y a un vertige de se dire, tiens, en termes de drones et en termes d'hommes, il y a une inégalité. Mais en termes de masse, nous sommes plus gros. Mais en termes de capacité à produire du consommable quotidien, nous sommes des nains. Les Russes et les Ukrainiens, les deux, consomment et produisent 10 à 15 000 drones kamikazes par jour. Par jour. Nous en produisons au niveau de l'Europe, totalement cumulés, quelques centaines par jour, et qui ne sont pas au niveau de ce que font les Ukrainiens. Nous avons des standards qui sont 2 ans en retard. Avant de venir au détail, la rage, rappelez-vous la guerre de Yougoslavie. Moi, j'ai été souvent frappé de voir des militaires d'Europe de l'Ouest qui étaient tout à coup confrontés à des militaires croates, serbes,
Bosniaque, etc., qui évidemment avaient une rage de combat qui effrayait, mais c'était plus petit. Yougoslavie, là, c'est très grand. Il y a une résilience du soldat aguerri, rustique, et la rusticité, c'est celle qu'on trouve aussi dans la Légion étrangère, par exemple. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, je ne vais pas dire qu'on l'a perdu, parce qu'on a vraiment des hommes qui sont d'une valeur qui est incroyable, qui ont des performances, qui ont une efficacité, mais la grosse différence, encore une fois, c'est leur acceptation de la mort. Le fait, d'ailleurs les Ukrainiens le disent, ils veulent mourir pour leur pays, on leur permet de mourir pour leur pays, on les aide. Donc finalement, nous n'avons pas cette capacité à se dire c'est pas grave, 80% de notre groupe d'assaut va mourir, mais on va y aller quand même. L'incertitude de la guerre, si on fait la liste de tous les facteurs un peu tout à coup d'inconfort de l'Europe de l'Ouest, il y a ça, c'est-à-dire, comme vous le dites, regardez, il y a des voitures civiles, il y a un mélange de motos, de motards, et en même temps, et c'est la même armée qui a quand même des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les deux à la fois. Ah, mais parce que leur armée de terre s'est adaptée à la réalité d'une guerre de tranchées dans laquelle la masse compte plus que la qualité individuelle de chaque équipement. Et aussi, ils ont adapté la réalité. Un exemple concret, la France et tous les pays d'Europe, on a des missiles anti-chars. Ça veut dire qu'on a un missile à 200 000 € et il faut avoir une visibilité directe sur l'adversaire pour pouvoir tirer. En Ukraine et dans tous les conflits futurs, il est suicidaire de se trouver en visibilité directe d'un char ou même d'un ennemi. 99% de cette guerre, ils ne voient jamais leur ennemi. Ils se font tuer par des drones kamikazes FPV. Et donc en Ukraine, pour 500 fois moins cher qu'un missile anti-char, ils vont avoir un drone kamikaze qui va toucher au but à 100% et qui va être piloté jusqu'à l'impact. Et c'est ça la grosse différence, c'est que leur doctrine a évolué et donc le matériel qu'ils produisent a évolué également. Aidez-nous à comprendre un certain nombre d'images à l'appui de ce que vous dites. D'abord, on est toujours dans la région de Pokrovsk, c'est à 7 km de la ville, ce char ukrainien qui progresse en Rodnitsky et qui ouvre le feu sur un bâtiment occupé par les forces russes. Alors, la guerre sur le terrain, elle continue, évidemment. Il y a des combats qui sont très très durs dans les environs de Pokrovsk. Il y a quelques jours, d'ailleurs, j'étais à Kramatorsk au moment où on avait des grosses craintes sur Pokrovsk. Et peut-être que vous avez vu ces images dans lesquelles des commandos ukrainiens ont été déposés en hélicoptère. Ça avait été assez décrié. En réalité, au moment où ils ont fait cette opération, les Ukrainiens étaient réellement quasiment encerclés. Il y avait entre 1000 et 1500 Ukrainiens qui étaient dans une sorte de poche dont les lignes de communication étaient coupées. Ils ne recevaient plus d'alimentation, d'armement, d'équipement. On voit cette toute petite ligne tout au nord ici. On voit cette poche qui est au milieu. Et finalement, cette ligne était totalement impraticable. Eh bien, ces commandos ont réussi à réétirer cette ligne pour pouvoir de nouveau alimenter les hommes qui sont au sol et les faire sortir. C'est-à-dire que les 1500 Ukrainiens qui auraient été effectivement morts ou prisonniers dans les prochaines semaines, là maintenant, on a la capacité de les alimenter et de les faire sortir si c'est nécessaire. C'était une grande victoire. Vous avez publié sur Twitter, sur X, une longue explication qui a un énorme succès parce que d'abord vous parlez avec beaucoup d'objectivité. Certains essaient de faire de la propagande, pro, anti-russe. Ouais, vous dites non, l'armée russe, il ne faut pas la sous-estimer. Elle a un certain nombre de forces très considérables. Si on liste ce que vous dites, omniprésence des drones, oui, des essaims de drones, et après on va développer un champ de bataille complètement numérisé. En fait, on arrive dans un monde où on a une vision, enfin les deux armées ont une vision numérisée du champ de bataille, virtuelle en plus de la réalité et la vulnérabilité de tout ce qu'on croyait si puissant, les chars et en particulier la logistique. Arrêtons-nous d'abord aux drones. Cette image, la multitude des inventions, le drone éperon, ce drone qui arrive à expliquez-nous, faites-nous l'explication. En fait, d'une manière générale, il y a ces drones d'observation qui sont ceux qui permettent à n'importe quel camp d'observer et de savoir ce qui va se passer devant. Donc globalement, on essaie de les détruire. Si vous utilisez un missile anti-aérien, ça va vous coûter, ce qu'on tire depuis l'épaule, quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Si vous avez des drones qui rentrent en collision, ça va vous coûter 2500 €. Mais face à la masse, maintenant, ils font des drones qui rentrent volontairement en collision, mais pas pour se détruire, mais pour casser l'hélice de celui qui est en face. Là, il y a une sorte d'éperon, c'est ça, qui entre simplement dans l'hélice et qui la brise. Ils détruisent l'hélice qui est devant nous, et donc ce drone va finir par tomber. Les deux camps font ça. Il y a aussi des sortes de drones qui ont des sortes de fusils à pompe à l'avant. Ou alors, ils vont lancer des petits filets qui vont s'enrouler dans les hélices et le drone va finir par tomber. Parce qu'encore une fois, des images comme celle-là, au début de l'année 2025, on avait prouvé que les Russes avaient perdu plus de 1000 drones d'observation de cette catégorie-là, juste par de la destruction aérienne. Encore une fois, les Russes ont perdu plus de 10 fois ce que l'armée française possède en janvier dernier. Et ça continue en grande quantité. C'est un moment fascinant. Tout le monde a dans l'œil la bataille d'Angleterre avec les Spitfire anglais et les avions allemands. On est dans un moment comme ça où le monde entier regarde à quoi ressemble une guerre à venir. Et en plus,
ça évolue à une vitesse qui fait qu'on ne peut pas, avec nos standards traditionnels, définir quels sont nos besoins. Normalement, on définit une doctrine, on voit quelle est la doctrine, on voit comment il fonctionne, donc on va faire de l'expression de besoin et nos industriels vont y répondre. Et ce que les industriels sont en train de produire aujourd'hui correspond aux besoins ukrainiens de 2022. C'est-à-dire que non seulement ça, on n'y est pas prêt, mais en plus, on va éventuellement y être prêt pour 2026-2027, c'est-à-dire trop tard. Nous ne pouvons même pas soutenir les Ukrainiens dans leur effort parce que nous ne savons pas produire ces équipements en grand nombre et low cost et efficaces. L'inconfort, pourquoi cet inconfort? Je me rappelle dans les années 80 quand il y avait la crise des missiles, et on disait il ne faut pas que les Russes aient leurs missiles et que de l'autre côté de la frontière, il n'y ait pas les missiles, et les pacifistes disaient non, il ne faut pas. Pourquoi un tel inconfort aujourd'hui? De se dire on n'est pas à parité. Mais parce qu'encore une fois, on ne change pas de logiciel mental. On continue à se dire que le char va faire la différence sur le champ de bataille et que des machines ultra technologiques vont réellement être utiles. J'ai un exemple qui est peut-être le pire que j'ai entendu. Les Ukrainiens ont beaucoup de drones terrestres, des robots terrestres pour faire de l'appui-feu, pour faire de la logistique ou alors du minage. Les Allemands ont fourni un drone terrestre à 5 millions d'euros. Ce drone terrestre sert aujourd'hui de machine à café dans une école de drones parce qu'il est inapte au combat, parce qu'il est trop lourd, parce qu'il est trop fragile, parce qu'il a des capteurs qui s'embrouillent, qui prennent la buée. Les Ukrainiens, leur drone terrestre, c'est 20 000 euros. Et là, c'est opérationnel. Et ils peuvent se permettre d'en perdre quelques dizaines par jour parce qu'ils en produisent tout autant. L'interception, regardez cette autre image, c'est un drone Shahed, donc de fabrication iranienne, mais je crois que les Russes le font sous licence, si j'ose dire maintenant. Et il est intercepté de quelle façon? C'est-à-dire que là, on se rend compte que c'est drone à missile. Alors, on voit que derrière lui, il est rattrapé par, je pense que c'est un Sting, c'est-à-dire que vous avez toute une catégorie de drones anti-aériens, et le Sting est le principal, il est produit par une société qui s'appelle Wild Hornet, que j'ai eu l'occasion de voir il y a 3 jours. Ils ont des drones qui sont pilotés, qui vont aller jusqu'à 330 km/h et qui vont produire des impacts. Cette société prouvée, ils ont détruit plus de 1000 drones kamikazes Shahed, et là, ce qu'on voit arriver par l'arrière, vous allez voir, au ralenti, on voit une sorte de tout petit missile qui arrive par le haut. Et donc, à l'impact, ça va faire exploser ce Shahed. Et ça, ce petit intercepteur ne coûte que 2500 euros. Les missiles qui ont été utilisés par nos avions de chasse en Pologne, quand il a fallu abattre ce même type de missile, même un petit peu plus faible, ça allait entre 600 000 et 1 million d'euros. Le chef d'état-major des armées a insisté sur ce qu'il appelle les essaims de drones. Et il dit l'urgence, c'est que la France très vite se dote de ce type d'essaim. Expliquez-nous pourquoi ça crée un tel désir de changement très rapide dans l'armée, les armées de l'Ouest. Alors, ce qui se passe, c'est que quand les Russes vont envoyer des assauts dans lesquels il va y avoir des dizaines et des dizaines, par exemple, de motos, les Ukrainiens qui sont donc pas sur la ligne de contact, mais qui sont en ligne 1-3 km derrière, ils vont lancer des drones. Et ces drones, un par un, ils vont aller essayer d'empêcher et de détruire ce qui est en train de nous arriver dessus. Le problème, c'est quand vous avez un pilote, il gère un drone, et donc une fois que ce drone a été consommé et qu'un Russe est en moins, il faut en lancer un deuxième. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 minutes d'intervalle entre le lancement de 2 drones. Les drones avec S1, un pilote va lancer par exemple une dizaine de drones. Quand les 10 drones seront au-dessus du champ dans lequel les Russes sont en train d'arriver, ce pilote va pouvoir désigner directement premier drone, tu vas sur telle cible, deuxième drone, tu vas sur telle cible, troisième drone, telle cible. Et de cette manière-là, un seul pilote, par son essaim de drone, est capable d'arrêter tout un assaut. Et c'est ça qui ferait la différence. On n'est plus besoin d'avoir 10 pilotes pour arrêter une vingtaine de motos kamikazes. Un pilote est capable de le faire. Et ça, encore une fois, les Ukrainiens l'ont fait pour la première fois en octobre dernier, c'est opérationnel, et ça va maintenant se massifier. Simplement, c'est des drones de cette catégorie-là. Là, c'est vraiment une démonstration qui est intéressante. Je crois que c'est les Chinois qui avaient fait ça. Ça fonctionne bien dans un environnement un peu plus aérien, parce que pour l'instant, dans les arbres, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué à réaliser. Que se passe-t-il si demain les Russes tentent quelque chose avec ce type d'armement en Estonie, par exemple, là où il y a des minorités russes, c'est-à-dire c'est pas l'assaut classique avec une colonne, non, c'est une opération pour venir en aide à telle ou telle minorité, et puis contre l'armée estonienne, par exemple, ce type d'opération. Il y a des Français sur place, il y a d'autres pays qui sont sur place également, qui vont évidemment être forts en soutien. J'ose croire encore qu'on a une aviation et une marine qui permettraient d'empêcher les Russes d'utiliser et d'envoyer massivement ces drones. Mais là, c'est pas la marine ou l'aviation, c'est pas les Rafales qui vont lutter contre ces drones-là, on comprend. Alors non, mais contre les lanceurs. C'est-à-dire que vous avez des positions qui sont 5, 10, 20 km derrière la ligne de contact, duquel ils vont lancer ces drones en masse. Si on arrive à identifier ces zones,
Et à ce moment-là, on peut les empêcher de les lancer. Parce que par contre, la réalité, c'est que sur le front, si demain l'armée française elle est confrontée à 1000, 2000 drones par jour, elle est totalement incapable de faire face. Et c'est le cas de toutes les armées de l'OTAN. La seule armée qui sait faire, c'est l'armée ukrainienne. Parce qu'eux, ils font exactement la même chose. Et il y a une vraie souffrance dans les deux camps. Les deux camps souffrent, notamment sur la ligne 1. C'est-à-dire, c'est pas la ligne 0 qui est la plus dangereuse, c'est ceux qui sont derrière. C'est ceux qui lancent ces drones-là. Parce que ceux qui lancent ces drones, s'ils sont touchés, alors les Russes peuvent envoyer, et les Ukrainiens de la même manière, peuvent envoyer des assauts qui ont beaucoup plus de chances d'arriver jusqu'à la ligne de contact. Vous dites bien à quel point ces images-là montrent que la munition classique, l'obus, jusqu'à maintenant, ça restait depuis 1914, on est le 11 novembre, de 14-18 à aujourd'hui, ça restait la base. La mère des armes. Et peut-être qu'on en voit la fin avec ça. Mais un obus, déjà en termes de coût, un obus produit par la France coûte le prix de 10 drones kamikazes. Un obus, la probabilité qu'il touche au but est quand même relativement faible, il faut en tirer plusieurs, surtout sur une cible mouvante, alors qu'un drone kamikaze, on a 100% de coût au but. Et on va pouvoir choisir, si c'est un blindé, de plutôt l'attaquer par la tourelle ou sur la nuque de la tourelle où il va être plus fragile. Donc finalement, pour 10 fois moins cher, on a une efficacité qui est bien supérieure. Et donc évidemment, l'artillerie qui reste indispensable dans beaucoup de missions est de plus en plus supplantée par ces types d'armements. Vous sonnez l'alarme sur ce qu'on croyait si important, un avantage des armées de l'Ouest, notamment la logistique, les Américains qui investissent tellement dans la logistique, et en particulier les chars. D'abord les chars, regardez cette image, c'est dans la région de Kupiansk, sauf erreur, ces drones russes qui détruisent des chars ukrainiens, voilà. Alors, c'est pas un char, c'est un transport de troupes, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'on va rester caché le plus longtemps possible parce que tout mouvement est devenu dangereux. Les chars, d'une manière générale, l'objectif, c'est d'être le mouvement, c'est de ne pas être statique, et pour eux, c'est vrai que c'est très difficile d'être sur une guerre de position. C'est pareil pour l'artillerie, d'une manière générale. Donc, ce qui est aujourd'hui attendu d'un char, c'est d'être caché, de sortir vite et de retourner se cacher. Et par exemple, l'avantage du César, le fait de pouvoir être très mobile, c'était un avantage parce qu'il peut tirer et s'enfuir. Eh bien ça, c'était un avantage jusqu'au début de l'année 2024. Depuis l'année 2024, si vous tirez, il y a les radars qui vont détecter d'où part le tir, et directement, il y a des drones qui vont arriver. Et donc, si vous commencez à rouler pour essayer de vous enfuir, vous êtes mort. Et donc aujourd'hui, un obus va être tiré, il retourne se cacher le plus rapidement possible. Encore une fois, ce qu'on voit ici sont des images fournies par les Russes, mais c'est exactement la même chose dans les deux camps. Les deux camps ont les mêmes méthodes. Si vous ne vous cachez pas, si vous essayez de vous déplacer, vous êtes mort. Ça, encore une fois, nos doctrines sont d'essayer de s'enfuir le plus rapidement possible après avoir tiré. Oui, et il y a tout, comme si l'art militaire changeait. Vraiment, en profondeur. Vous dites aussi, là, il faut espacer bien davantage que ce qui était la tradition. Il faut espacer nos hommes, il faut espacer nos matériels. On ne peut pas faire d'agroupement. Mais en plus, les armes que l'on fournit aux Ukrainiens sont jugées par les Ukrainiens inaptes au combat. Et donc, par exemple, j'étais sur un endroit dans lequel ils avaient réceptionné depuis moins d'un mois des VAB, c'est-à-dire des véhicules de transport de troupes blindés français qui ont été conçus pour faire face au bloc de l'Est. Eh bien, ces drones-là, ces robots, ces blindés, ils sont en attente de recevoir des systèmes de guerre électronique et de recevoir des cages de protection. Tout simplement parce que nos équipements ne sont pas adaptés. On a des équipements qu'on n'adapte pas et on a des doctrines qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Si demain, on rentre, par exemple, pour soutenir les Ukrainiens ou face aux Russes en Estonie, si on était confronté aux Russes, que les Russes appliquent ces méthodes et que nous arrivons avec nos équipements et notre méthode, on a vraiment très très peu de chances de survie. Oui, là, vous posez évidemment la question des questions de troupes de réassurance. Si des soldats français, allemands, etc., même pour de la réassurance, au cas où les Russes attaqueraient encore une fois, tout ça montre qu'il y aurait une certaine incertitude. Bien sûr. Alors, dans le cadre d'un cessez-le-feu, j'ose espérer que l'on s'adapte. C'est votre formule de la soirée, j'ose espérer. Mais les Ukrainiens savent le faire. On essaye de repartir de zéro pour recréer ce que les Ukrainiens font déjà de manière totalement opérationnelle, avec une vitesse de mise à jour de leurs équipements qui est à la semaine. C'est-à-dire que les Russes vont voir une nouveauté, vont s'adapter, donc les Ukrainiens vont répondre. Et il y a une sorte de course, mais qui est à quelques jours près. Il y a des mises à jour sur les jeux. Pourquoi cette inquiétude soudaine ? Moi, j'ai 58 ans, j'ai vu beaucoup de responsables pendant la guerre froide. Jamais je n'avais entendu ça. Ils disaient, on se prépare, on est solide, on équilibre les forces. C'est très important à tous les domaines, hein, depuis le nucléaire jusqu'à la base, il faut qu'on ait un équilibre des forces. Bon. Et là, écoutez, il faut vite qu'on se prépare, ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Alors, les plus sceptiques disent, c'est pour que les budgets militaires soient votés. Oui, mais il n'y a pas que ça, visiblement.
Non, mais il y a une supériorité technologique de notre camp qui est sans égale. Ouais. Nous voyons plus loin, nos missiles sont plus furtifs. Alors pourquoi cette inquiétude? Mais les Russes sont capables d'en produire 50, 100 fois plus de leurs systèmes qui sont low cost parce qu'ils ont une acceptation de la perte. Nous n'accepterons pas, et heureusement, de perdre des centaines de milliers d'hommes comme les Russes le font. Si les Russes avaient la possibilité d'éviter de perdre autant d'hommes, je veux dire, ils vont pas prendre Pokrovsk dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. La distance entre Donetsk et Pokrovsk, ça se fait à pied en une journée. Ils ont perdu plus de chars sur la zone, plus de blindés dans la zone de Pokrovsk que les Allemands n'ont perdu de blindés dans la bataille de Stalingrad. 1800 blindés russes prouvés perdus sur la zone de Pokrovsk. C'est plus que les Allemands à Stalingrad. On ne se rend pas compte à quel point ils sont capables de générer de la masse et d'accepter la perte. Et ça, nous, ayant heureusement ce souhait de sauver des vies, ayant des technologies qui sont très très pointues, on en produit très très peu et c'est pas adapté à ce que font les Russes aujourd'hui. On entre dans un autre monde et vous décrivez ça de manière extrêmement saisissante. Vous décrivez un univers où le champ de bataille est entièrement numérisé. Je me rappelle Napoléon qui disait la principale qualité c'est le coup d'œil. Oui. Le général qui arrive et qui arrive à voir, mais à l'œil nu, là où sont les collines, là où on va pouvoir attaquer, fuir, etc. Et vous dites tout ça c'est fini. En réalité là, sur l'ordinateur, tout le terrain est en quelque sorte numérisé. Alors, il y a de l'accumulation de tous les capteurs qui sont synthétisés. J'ai été plusieurs fois dans les quartiers généraux, c'est ce qu'on voit ici. Et en réalité, ils ont la possibilité d'avoir des capteurs acoustiques. L'acoustique, ça ne se fait pas détecter par l'ennemi, mais ça permet de voir arriver les drones. Ils ont des capteurs radars, ça permet de voir encore une fois, y compris des chars, voire des attroupements ennemis, des hommes qui sont en train de se déplacer à moto. Ils ont des systèmes de guerre électronique avec des ballons. Et sous ces ballons, il y a des capteurs. Si les Russes émettent avec leur radar, ils vont pouvoir trianguler et savoir où était l'émetteur, et ils vont envoyer un drone pour le détruire. Et donc ils ont réussi comme ça à accumuler tous les capteurs, à les synthétiser dans un même logiciel. Ils ont une visibilité totale sur le champ de bataille, et ça c'est permis uniquement par Elon Musk, par Starlink. Jusqu'à la ligne zéro, à la ligne de contact. Il n'y a plus l'électricité, il n'y a plus rien dans les villes 25 km derrière, mais eux, ils ont Internet. Et c'est grâce à Internet qu'ils savent quand les Russes vont arriver, par où est-ce qu'ils vont arriver, quel type d'armement est en train d'arriver. Et cette connexion directe avec un retour vidéo des drones jusqu'au quartier général, ça permet d'avoir aussi un pilotage à distance. Les robots terrestres pour l'évacuation médicale ou pour tirer, ils sont pilotés via Starlink. C'est-à-dire que théoriquement, un opérateur qui est à Kiev pourrait gérer un drone terrestre et accompagner un assaut qui se fait dans la zone de Pokrovsk à des centaines de kilomètres. Ce que vous racontez est vertigineux parce qu'on a l'impression qu'il y a une accélération de l'histoire, comme chaque guerre amène son accélération. On sait bien que la conquête de la Lune est la suite indirecte de la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs nazis qui ont été récupérés par les Américains, etc., etc. On vit ce genre d'accélération. Bien sûr, avec encore une fois cette question... Les Russes n'étant pas en mesure de surpasser les Ukrainiens ni par la technologie ni par le nombre, ils sont en train de faire une fuite en avant technologique et ils acceptent de la perte. Ils sont toujours dans cette fuite en avant. Mais aujourd'hui, les technologies qu'on est en train de voir en Ukraine, il y a une certitude. J'avais passé par exemple une nuit avec les opérateurs de drones lourds, la logistique. On ne peut plus faire de logistique par quad, etc. Dans la nuit, ces types de drones-là, on avait transporté 20 fois 40 kilos de nourriture, d'eau, d'alimentation, de munitions pour les gars de la ligne zéro. Dans 2 ans, on va livrer nos pizzas, Amazon, etc. vont utiliser ces drones de livraison, j'en suis convaincu. Donc quand on va sur place et qu'on imagine le potentiel de ces armes, en réalité, il y a également énormément d'accélération pour le monde civil. L'inquiétude, je n'avais pas tout à fait répondu tout à l'heure quand je vous posais la question. Le général Richoux, par exemple, qui est habitué de ces plateaux, dit « on n'est pas prêt ». Oui, on n'est pas prêt parce que nos doctrines n'ont pas évolué pour faire face à ce type d'opération. Quand on débriefe les soldats ukrainiens, français engagés en Ukraine, volontairement au sein de la Légion internationale, on se rend bien compte qu'en 2022, quand des Français arrivaient sur place, ils étaient champions du monde. Ils arrivaient, ils dominaient largement et les Ukrainiens et les Russes. Les légionnaires, les commandos marines que j'ai pu rencontrer à l'époque, ils étaient vraiment meilleurs que la moyenne. Aujourd'hui, les Français combattants qui partent à la retraite après 10 ans dans l'armée française et qui arrivent là-bas, ils sont inaptes au combat. Il faut leur apprendre 5-6 mois comment ça se passe pour pouvoir communiquer avec les drones, pour pouvoir se coordonner, comment est-ce qu'on évite un drone, comment est-ce qu'on évite les munitions thermiques. Il y a énormément de choses sur lesquelles nous n'avons pas le retour d'expérience, tout simplement parce qu'on n'est pas en lien direct. Quand les Ukrainiens se font former chez nous, c'est-à-dire que par exemple la brigade Anne de Kiev, il y a un certain nombre de formateurs français qui apprennent aussi, parce que les Ukrainiens viennent avec leurs propres gars qui ont un petit peu d'expérience, et un certain nombre de méthodes
qu'on est censé leur apprendre, en réalité, c'est eux qui nous font un retour d'expérience. Les images de combat dans la forêt, par exemple. On va voir des images. C'était Khan, qui est un combattant ukrainien que vous connaissez vous-même. C'est d'ailleurs grâce à vous. Il est gravement blessé. On avait eu contact. Il a été blessé gravement. Il est gravement blessé, il est à l'hôpital. Et voilà. Maintenant, on comprend que même ce type de combattants font partie de ce champ numérisé dont vous parliez. Bien sûr. Alors typiquement, Khan, dans ses opérations, c'est les dernières opérations qu'il a fait avant d'être blessé, conduit des assauts pour aller déloger les Russes, pour aller prendre du renseignement, pour faire des prisonniers, pour récupérer des radios, pour pouvoir écouter ce que font les Russes. Et il faut des gens comme ça pour être capable de conduire ces missions. Et donc, les Ukrainiens, globalement, 90% de leur travail, c'est de tenir la ligne. Ils ne partent pas à l'assaut. Et donc, vous avez quand même quelques unités, des unités d'élite, dont faisait partie Khan, qui est français, un ancien de l'armée de l'air française, qui est parti volontairement là-bas, et donc maintenant qui conduisait ces opérations. Eh bien, ils ont appris sur le terrain la réalité. Comment est-ce qu'on évite les drones? Quel type de matériel? Est-ce qu'on a un sac à dos pour faire le brouillage? Comment est-ce qu'on se défend avec un fusil à pompe? Comment est-ce qu'on se cache face à un fibre optique qu'on ne peut pas brouiller? Tout ça, ça ne s'apprend qu'avec la réalité du terrain. Est-ce qu'il y a une dimension, j'allais dire, nationale? Je me rappelle quand j'avais été faire une interview de Zelensky dans son palais présidentiel à la rue Bankova à Kiev. Vous croisez des gens, et ce sont des modèles humains qu'on retrouve chez les Russes aussi. Des militaires qui sont très loin de nos militaires à nous, qui sont plus policés, disons, voilà, une forme de brutalité, qui est celle de l'ancienne FSB, de l'ancien KGB, voilà, ces milieux. Il y a une brutalité, je ne veux pas faire de caricature, mais il y a bien du génie des nations, sinon il n'y aurait pas de nation. Oui. Dans cette partie-là de l'Europe, assumée pour le meilleur et pour le pire, quand il s'agit de défendre sa terre aussi. Vous passez trop de temps avec les officiers. Non, dans l'armée française, on a des gars super rustiques, super costauds. Je pense vraiment que, je dis ça en plaisantant, mais on a des gens qui sont du même niveau physique, d'endurance, de capacité, de rusticité que ce qu'on peut voir chez les Ukrainiens et chez les Russes. La capacité mentale de tenir sur le très long terme, c'est peut-être dans ce domaine-là où je ne sais pas ce que l'on vaut parce qu'on n'a pas l'occasion réellement de le faire. Mais quand vous voyez ce qu'endurent nos soldats en entraînement, à la Légion étrangère, quand ils font les régiments du génie, etc., quand on voit ce qu'on fait en Afrique, je sais qu'on sait tenir. Je sais qu'on a le physique. Je veux juste qu'on adapte nos méthodes, nos doctrines et notre matériel à ce qui est nécessaire pour cette guerre. Allez, une image encore, c'est l'image de... vous avez l'air fatigué, vous avez raison d'être fatigué, vous avez passé là-bas, mais vous me disiez, c'est le voyage le plus éprouvant que vous ayez subi là-bas. Pourquoi c'est lié, je crois, à cette prise de conscience qu'il se passe une espèce de course de vitesse qui s'engage? C'est la première fois en fait que sur les arrières, j'ai plus peur que sur le front. C'est-à-dire que quand on va à 3-5 km des Russes et qu'on est dans nos cloches de protection, dans nos sortes de petits bunkers, on a nos filets, on sait qu'on va arrêter les éventuels drones qui vont nous tomber dessus. Il y a une forme de tension quand on y va également, mais là il n'y a pas de repos. Quand je retourne sur les arrières, quand je suis à Kramatorsk, quand on se fait courser dans la ville par les drones kamikazes russes, il y a un drone qui a explosé à 80 mètres de moi. Quand on entend les bombes planantes et qu'on ne sait pas où est-ce qu'elles vont tomber, et je parle en ville, je parle pas sur la ligne de contact, les villes sont visées, les civils sont visés, ça c'est très très dur à vivre. Regardez ces images sur cette course de vitesse engagée, et vous l'expliquez très bien, entre l'armée française, l'OTAN en général et la Russie, c'est ce